Bonjour tout le monde, mon nom est Nathalie Boudreau et je suis conseillère en transfert d'entreprise pour le secteur touristique pour l'Est du Québec. Aujourd'hui, lors de ce webinaire, je serai accompagnée de Audrey Sébi, qui est aussi conseillère, mais pour l'Ouest du Québec. Et on a le privilège aujourd'hui d'accueillir Philippe Bertrand, qui est fondateur et directeur général du Centre d'entrepreneuriat en restauration du Québec. Il a aussi, je dirais, propriétaire ou gestionnaire là, du site Toc Toc Resto. Pour ceux qui travaillaient avec nous, Audrey et moi, là, sûrement que vous connaissez déjà ce site-là. Pour les autres, ça sera intéressant de pouvoir aller y faire un petit tour. Vous voyez aussi le nom de Nolwenn, qui est notre collègue de travail, que vous ne verrez pas à l'écran, mais qui, vous pourrez l'entendre s'il y a quelque chose qui ne va pas ou surtout dans la période de questions. Fait qu'on va vous inviter aujourd'hui, si vous avez des commentaires, des choses comme ça, d'utiliser le chat. Mais si vous avez des questions, allez dans le Q&A. Après la présentation de M. Bertrand, on va s'assurer là, de répondre au maximum de questions. Pour celles qui n'auraient pas été répondues, on verra à ce moment-là là, de faire un petit suivi par après. Fait que je voulais pas terminer ma petite présentation sans vous féliciter d'être là. Lorsqu'on prend la décision là, de vendre son entreprise ou de transférer son entreprise, je vous dirais qu'une des premières actions à poser est d'évaluer son entreprise. Fait que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que le sujet est sûrement intéressant pour vous. Fait que je vais vous laisser avec Audrey et Philippe, puis je vais vous revenir un peu vers la fin là, de notre présentation. Fait que bonne présentation à tous. Merci beaucoup Nathalie pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. On va commencer par vous présenter le CETEC et le reprenariat de manière générale pour vous mettre en contexte. Donc, le CETEC, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, nous accompagnons les propriétaires d'entreprises, mais aussi les acheteurs, soit les repreneurs, de manière neutre dans leur processus de transfert et d'acquisition. Nous avons un mandat gouvernemental, donc nous sommes soutenus par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, mais aussi par le ministère du Tourisme. Et nous sommes présents dans toutes les régions du Québec. Donc, comme Nathalie l'a mentionné tantôt, elle est la conseillère dédiée au tourisme pour l'Est de la province. Pour ma part, je suis dédiée pour l'Ouest de la province et nous avons des conseillers qui sont répartis dans toutes les régions du Québec pour tous les autres secteurs. Nous avons également un collègue qui est dédié pour toute la province en tant que conseiller pour le secteur culturel. Notre mission est vraiment de participer positivement au bilan entrepreneurial en s'assurant de pérenniser les entreprises dans tous les secteurs. Notre mission s'axe par différents services, les quatre principaux. Donc, le premier, le service conseil. Nous sommes là pour guider, conseiller, accompagner les entrepreneurs tout au long de leur démarche d'achat, de vente, de transfert et de la manière la plus neutre et confidentielle. Nous avons aussi la possibilité de faciliter les mises en relation entre acheteurs et vendeurs grâce notamment à l'index qui est notre plateforme en ligne sur laquelle on affiche les occasions d'affaires et les profils des repreneurs pour servir un petit peu comme un Tinder professionnel et permettre des mises en relation. Nous offrons aussi des formations et des événements comme aujourd'hui notamment ce webinaire gratuit pour vous sensibiliser à la préparation et à l'évaluation de votre restaurant. Enfin, nous avons un réseau d'affaires complet avec de nombreux partenaires, experts en tant que juristes, avocats, fiscalistes, évaluateurs, avec qui on travaille, on collabore et avec qui on réfère nos clients pour être accompagnés de la meilleure des manières dans leur processus. Enfin, pour vous rappeler un petit peu les différents types de transferts qui existent, donc on travaille sur tous les types de transferts, qu'ils soient externes, donc la vente à une tierce personne, le transfert interne, qui peut être soit la vente à un employé, un membre de l'équipe, ou à une personne membre de la famille, donc un transfert familial, un transfert mixte qui, lui, va prendre le mixte entre une personne externe et une personne interne. Donc, ça arrive souvent quand on a notamment en restauration, par exemple, un chef de cuisine qui est prêt à reprendre, mais qu'on aimerait avoir quelqu'un aussi sur le plancher pour que ça fasse un superbe duo, puis aussi permettre financièrement aux deux personnes d'acquérir l'entreprise. On appelle ça un transfert mixte. On a aussi la possibilité d'avoir la reprise collective. On le voit aussi notamment en restauration. C'est un type de transfert qui est possible et pour lequel on a un programme dont Nathalie vous parlera un petit peu plus tard par la suite. On va pouvoir maintenant passer la parole à Philippe, notre expert en évaluation, qui va pouvoir vous présenter sa partie. Euh,
Alors bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire qui va porter effectivement sur l'évaluation d'un restaurant. Alors il est évident qu'en quelques minutes on ne pourra pas tout voir, mais par contre on va voir certains éléments principaux qui vont vous aider effectivement dans la vente de votre restaurant et dans l'évaluation de celui-ci. C'est ça qui est bien important. À la fin, je sais qu'on a quelques minutes, je vais essayer d'être le plus rapide possible pour qu'on puisse profiter du temps d'une dizaine, quinzaine de minutes, de façon à ce que vous soyez le plus grand nombre à pouvoir poser, par exemple, vos questions et peut-être en lien direct, éventuellement, si vous songez effectivement à vendre votre restaurant. Alors, je vais d'abord me présenter. Donc, moi, j'ai près de 30 années d'expérience dans le domaine de la restauration et effectivement, comme Nathalie l'a dit tout à l'heure, donc 13 ans, depuis 13 ans, j'ai fondé le Centre d'entrepreneuriat en restauration du Québec. Je suis spécialisé dans tout ce qui est plan d'affaires pour les restaurants, plan financier, recherche de financement pour les restaurants, puisque j'aide les personnes à créer, effectivement, acheter et vendre aussi leur restaurant. Je suis également détenteur d'un master en management hôtellerie-restauration, d'une licence aussi en droit économie-gestion, spécialisée sur la création et la reprise de restaurants. Donc, ça, c'est un petit peu pour vous brosser un petit peu mon portrait. Et il y a quelques années, il y a quelques années, effectivement, mais j'ai été médaille d'argent meilleur serveur professionnel ici au Québec. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer à différents niveaux du secteur de la restauration et surtout des restaurants. Alors, donc, on est rendu à l'étape effectivement de vendre effectivement son restaurant, de vendre votre restaurant. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que vendre un restaurant, ça se prépare. Donc, ça demande une certaine préparation, ce qui va vous demander d'avoir des informations en main pour vous aider à vendre. Alors, à vendre aussi plus rapidement, mais aussi à vendre pour trouver le meilleur acheteur possible, parce qu'il est là aussi. Donc, on a souvent de fois, et puis, je parle de ce que je vis aussi, on a beaucoup de curieux, mais de trouver un acheteur sérieux, ça, c'est une autre affaire aussi, donc c'est pour ça. Donc à partir de là, tout acheteur sérieux, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous demander certaines informations de façon à se faire la meilleure idée possible sur, effectivement, le prix, la valeur de votre restaurant. Et malheureusement, souvent de fois, donc ces informations font défaut. On a du mal parfois, donc à obtenir ces informations. Parmi les informations donc qu'on cherche à avoir, la première, ce sont les états financiers. Donc ça, c'est vraiment très important donc d'avoir en main vos états financiers. À partir de là, ce qui est important donc, c'est de travailler aussi avec votre comptable de façon à obtenir ces états financiers. Donc par exemple, on cherche à avoir les états financiers, par exemple, sur les 3, par exemple, prochaines années ou les 3 dernières années. Pourquoi les 3 dernières années? Parce qu'on cherche à savoir l'évolution des ventes. Effectivement, si vous avez une évolution des ventes qui est positive sur les 3 dernières années, c'est ça qui est intéressant, donc ça permet d'augmenter la valeur, la plus-value de votre restaurant. Et là, vous démontrez effectivement une bonne gestion. À travers ces états financiers, lui, l'acheteur, donc, il va faire une lecture. Il va faire peut-être une lecture de certains ratios. Est-ce que les ratios sont bons? Est-ce que les ratios sont mauvais? Il va regarder les frais d'exploitation. Ce qu'il va regarder aussi surtout, c'est est-ce que vous faites, l'entreprise, le restaurant fait des bénéfices? Parce que le chiffre d'affaires, c'est bien beau, on peut avoir un chiffre d'affaires assez important, mais éventuellement, on ne fait pas de bénéfices. Donc ça aussi, l'acheteur va regarder cet aspect-là au niveau des bénéfices. L'autre point que je vois de plus en plus souvent et souvent de fois, malheureusement, les restaurateurs ont du mal à vouloir divulguer cette information, c'est le salaire. C'est-à-dire, quel est le salaire que vous octroyez? Aujourd'hui, ce n'est plus comme il y a, je dirais, peut-être 15 ans en arrière où, l'acheteur, donc l'investisseur, va acheter le restaurant et il sait que ça va prendre un certain nombre de temps, d'années avant de pouvoir «récupérer» entre guillemets. Et puis se faire aussi un salaire décent. Aujourd'hui, l'acheteur, il regarde, c'est quel est le salaire que vous vous donnez? Parce que souvent de fois, l'acheteur, lui, il a certaines considérations en arrière. Peut-être que c'est un couple, peut-être c'est un père de famille, enfin c'est une famille qui veut acheter ça. Donc lui, ce qu'il veut, c'est s'assurer qu'il puisse se donner immédiatement un salaire. Et ça, c'est très, très important. Donc, il ne faut pas avoir peur de divulguer aussi votre salaire. Parce que le salaire, si vous faites effectivement, je dis n'importe quoi, un salaire 50, 60 000, imaginons par année, ça augmente encore une fois la plus-value de votre restaurant, puisque vous permettez à votre acheteur tout de suite de lui démontrer qu'il est capable de se retirer un certain salaire. Et malheureusement, souvent de fois, ce qu'on fait, c'est qu'on voit que des restaurateurs qui se donnent des tout petits salaires, puisqu'ils ont décidé, ce sont des pratiques, effectivement,
de s'octroyer une partie du salaire, soit en dessous de table, etc., etc. Malheureusement, à moyen ou long terme, c'est une mauvaise pratique et ça va avoir des répercussions sur la valeur de votre restaurant parce que vous ne serez pas capable de justifier de la valeur réelle, effectivement, du restaurant ou des salaires que vous vous êtes donnés. Donc, peut-être qu'à court terme, c'est peut-être une solution, mais à très long terme, à moyen terme, à long terme, le jour de la vente, ça va vraiment vous pénaliser beaucoup. Donc ça, c'est important d'avoir vos états financiers. Souvent de fois, on a du mal à les avoir et ça peut prendre plusieurs semaines avant d'avoir des états financiers. Mais l'acheteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ne va pas attendre plusieurs semaines vos états financiers. Donc ça, c'est vraiment un bon point, avoir vos états financiers sur les 3 prochaines années. Un autre document, enfin d'autres documents qui sont, très, très pertinents, ce sont les permis. C'est une sécurité parce que les permis, suivant le type de permis que vous allez avoir, ça va augmenter la plus-value, la valeur de votre restaurant. Par exemple, le permis d'alcool, un permis terrasse. Alors, permis terrasse privé a plus de valeur qu'un permis terrasse public. Permis terrasse privé, le terrain appartient au restaurant. Public, on sait que c'est sur le trottoir et sur la rue. À partir de là, tous ces permis permettent d'augmenter la valeur et justifient le prix que vous allez demander. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile donc de transférer des permis un nouvel acheteur que de faire des demandes de nouveaux permis. Et comme vous le savez, dans certains endroits, si je prends l'exemple de Montréal, de plus en plus d'arrondissements sont en train de contingenter le nombre de restaurants ainsi que le nombre de permis, comme le permis d'alcool. Donc, à partir de là, ça réduit la possibilité pour un nouvel exploitant de créer effectivement un nouveau restaurant ou lorsqu'il va se renseigner, il va dire non, vous ne pouvez pas effectivement, entre guillemets, avoir un permis d'alcool à tel lieu, à tel endroit, etc., pour X raisons. Donc ça, avoir en main un certain type de permis permet d'augmenter la valeur. Donc ça, vous avez la preuve. De toute façon, ce sont des permis qui sont obligatoires, que normalement on doit afficher. À partir de là, vous pouvez effectivement avoir une copie dans vos documents en lien avec vos états financiers pour démontrer à l'acheteur qu'effectivement vous avez vos permis. Document suivant, donc qui sont importants, c'est le bail. J'ai déjà vu plusieurs ventes entre guillemets, achoper ou ne pas se faire à cause du bail. C'est vraiment important lorsque vous décidez de vendre votre restaurant, de prendre contact avec votre bailleur et de l'informer que vous allez vendre votre restaurant. Et croyez-moi, ça s'est passé plus d'une fois où pour X raisons, le bailleur n'a pas voulu, entre guillemets, du nouvel acheteur. Pour X raisons. Il y a plein de paramètres. Une fois que vous avez décidé, donc, avertissez votre bailleur parce que lui, l'acheteur, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il doit acheter votre fonds de commerce, mais ce n'est pas terminé. Il y a une négociation à faire éventuellement avec le bailleur. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à remettre une copie de votre bail à l'acheteur de façon à ce qu'il puisse prendre connaissance des informations, pardon, du bail et voir quelles sont les restrictions. Est-ce que c'est une reprise de bail en début de bail? Parce que ce n'est pas la même chose que si c'est une fin de bail. Si c'est une reprise en début du bail, vous sécurisez entre guillemets votre vente parce qu'il reste peut-être 3 ans, 4 ans au bail. Donc là, à partir de là, c'est plus intéressant pour l'acheteur. Mais si c'est une fin de bail, il sait qu'il va devoir renégocier. Et souvent de fois, malheureusement, puis vous avez vu ça dans les médias, ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi, donc tout d'un coup, le loyer va vraiment augmenter de beaucoup. Donc, à partir de là, c'est sûr que ça ne va pas intéresser du tout donc l'acheteur. Et à partir de là, il va se détourner de votre restaurant. Et puis, vous allez perdre une vente. Et vous allez peut-être perdre même plusieurs acheteurs qui vont être intéressés, mais à cause de l'augmentation du loyer qui est trop exorbitante, ils ne vont pas vouloir. Et puis, à partir de là, dans le bail, il y a certaines considérations. Quelle est l'augmentation annuelle que le nouveau, entre guillemets, acheteur va négocier? Quels sont les mois de caution qu'il va devoir donner en plus d'acheter votre fonds de commerce? Donc, c'est vraiment très, très, très important d'avertir votre bailleur, de discuter avec lui, de le mettre en confiance et puis aussi de faire le lien avec le futur acheteur que vous allez rencontrer, de le présenter effectivement au bailleur, de ne pas attendre la dernière minute parce que vous risquez effectivement de perdre une vente comme j'ai vu souvent de fois. Donc, le bail est un élément clé et il permet en fonction de la durée du bail, si c'est au début du bail ou à la fin du bail, d'augmenter ou de diminuer la vente, la valeur de votre restaurant. Ensuite, l'autre point qui est très important, ce sont vos équipements. Souvent de fois, lorsque j'aide des acheteurs donc à vouloir acheter un restaurant, donc on demande une liste d'équipements et encore une fois, c'est très long à voir la liste des équipements. Lorsque vous décidez de vendre votre restaurant, ayez une liste de vos équipements.
Ça, c'est déjà un bon point, mais à côté de cette liste, on doit avoir la valeur de chacun des équipements. C'est très, très important puisque la valeur du restaurant, du fonds de commerce, se fait aussi en fonction des équipements. C'est sûr que, en fonction de l'achat, de la date d'achat, entre guillemets, et de la durée de vie de ces équipements, vous allez pouvoir donc, augmenter ou diminuer la valeur de votre restaurant. Si les équipements sont présents, sont là depuis seulement vous avez fait un achat récent, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est évident que ça va avoir une valeur intéressante. On sait que les équipements se dévaluent d'année en année en année. Alors, c'est sûr que si ce sont des équipements qui ont 10 ans, 15 ans d'âge, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une dévaluation qui se fait. Et en plus, en fonction du type d'utilisation, donc il y a un type d'usure qui s'est fait sur ces équipements et souvent de fois, ça demande des réparations. Donc, à partir de là, l'acheteur, lui, va regarder tous ces points-là. Et c'est là où une négociation, effectivement, souvent de fois, va s'entamer. En plus de ça, l'acheteur, par exemple, peut être intéressé à acheter votre restaurant à cause du lieu, enfin à cause de beaucoup de paramètres, mais il va dire: «Moi, j'ai pas besoin de 50 de tes équipements». Ah, OK, donc là aussi, il y a une négociation. Ça arrive souvent, il y a une négociation qui va s'entamer. À vous de voir comment vous pouvez vous entendre, surtout si l'acheteur est vraiment intéressé donc à acheter vos équipements. Vous pouvez très bien décider de dire: «Bah, voilà, je te veux en restaurant avec les équipements dont tu as besoin» et après vous, vous occupez de vendre les équipements ou vous lui faites un meilleur prix parce que vous ne voulez pas vous occuper de vendre des équipements et lui va s'occuper de vendre des équipements. Donc il y a les 2 solutions sont aussi, possibles. Mais avoir une liste de vos équipements avec la valeur entre guillemets «réelle» effectivement et surtout, ne pas hésiter à mentionner, on va le voir tout à l'heure dans le fait de vouloir cacher des informations, si tel équipement fait défaut ou pas. Ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, quelle est la valeur réelle effectivement de votre restaurant? Donc on a vu plusieurs documents qui sont importants. C'est je dirais, c'est comme si entre guillemets, vous bâtissiez, vous faites carrément une plaquette de présentation et souvent de fois, on n'a pas ça malheureusement. C'est des informations qu'on nous donne à la volée, je ne sais pas pourquoi, donc peut-être à cause du courtier ou peu importe et tout. Puis il y en a aussi qui n'ont pas l'habitude, mais ça c'est tout à fait normal, on est là pour les aider. Et effectivement, le but, c'est de voir quelle est la valeur réelle. C'est toujours la première question. On m'appelle, on me dit: «Quelle est la valeur? Comment je peux effectivement mettre une valeur sur, mon restaurant?» Il faut savoir que la valeur peut différencier sur 2 points qui sont quand même très importants. Le premier point, c'est, par exemple, est-ce que mon restaurant est ouvert? Alors si effectivement le restaurant est ouvert, la valeur est beaucoup plus importante et beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si le restaurant est ouvert, à partir de là, l'acheteur va bénéficier de certains paramètres, de certains éléments, comme le fait qu'il va bénéficier de l'achalandage actuel du restaurant, donc ça c'est quand même important. Il va bénéficier aussi des compétences humaines qui sont sur place. Donc à partir de là, pour lui, c'est un stress en moins. Il va bénéficier aussi, par exemple, il y a certains acheteurs qui veulent reprendre exactement le restaurant tel qu'il est, donc tel qu'il est actuellement conçu. Et donc, vous allez pouvoir aussi lui vendre, entre guillemets, votre livre de recettes, à condition que ces recettes soient standardisées. Un livre de recettes qui est standardisé, ça augmente la valeur de votre restaurant, puisque lui, à partir de là, l'acheteur, donc, il se fie sur votre livre de recettes pour faire exactement les mêmes recettes et continuer un petit peu le restaurant à faire perdurer le restaurant. Souvent de fois, encore une fois, malheureusement, les recettes sont mal standardisées ou il n'y a pas du tout de livre de recettes. Mais croyez-moi, un livre de recettes, ça fait augmenter la valeur de votre restaurant. En plus de ça, le fait qu'un restaurant soit ouvert, l'acheteur va pouvoir bénéficier, de la liste de vos fournisseurs. Vous pouvez même lui proposer, et c'est ça qui est intéressant, donc ça augmente aussi et ça justifie le prix, le fait que vous allez l'accompagner effectivement pour faire la transition pendant 4 à 5 semaines. Vous lui montrer la gestion, présenter au personnel, l'introduire peut-être à certains clients et cetera et cetera. Donc ça, c'est vraiment important. Un restaurant ouvert a beaucoup plus de valeur effectivement qu'un restaurant qui est fermé. Pourquoi? Parce qu'un restaurant qui est fermé, à contrario, donc à partir de là, effectivement, n'a pas du tout la même valeur. En plus de ça, si le restaurant, effectivement, donc lui, il est fermé, s'il est fermé depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans, il a plus du tout la même valeur et souvent de fois, plus, entre guillemets, le restaurant est fermé depuis longtemps,
et ben, moins c'est plus compliqué de vouloir vendre le restaurant. Parce que lorsqu'un restaurant est fermé, on ne peut que s'appuyer sur, entre guillemets, le fonds de commerce, c'est-à-dire les équipements qu'il y a à l'intérieur. Et pourquoi? En plus de ça, donc, l'acheteur, lui, il a tout un travail à faire. Il va peut-être être obligé de réinvestir dans l'aménagement du local, des travaux, à investir dans le budget marketing, et cetera, et cetera. Donc, des fois, ça va lui coûter plus cher que d'acheter un restaurant qui est ouvert. Ça, c'est vraiment important. Puis lorsque le restaurant est ouvert, si effectivement, à partir de là, donc, le futur acheteur va non seulement bénéficier de ce qu'on appelle des actifs tangibles, mais aussi il va bénéficier de ce qu'on appelle des actifs intangibles. Si le restaurant, par exemple, s'est bâti une base de données, s'il faisait, par exemple, il a développé un service de livraison, s'il a un site web transactionnel, donc qui lui apporte du chiffre d'affaires, donc il va pouvoir bénéficier de tout ça. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent effectivement aussi d'augmenter donc la valeur du restaurant. À contrario d'un restaurant qui est fermé, qui malheureusement donc n'a aucune valeur. Et il est là aussi la question, c'est de savoir à quel moment vendre au bon moment. C'est ça qui est un petit peu compliqué, mais on va en parler un petit peu un peu plus loin. En plus, le fait qu'un restaurant est fermé, votre acheteur ne va pas pouvoir bénéficier du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires qui est quand même très important, puisqu'à travers ce chiffre d'affaires, on l'a vu tout à l'heure, donc il va pouvoir avoir une meilleure lecture de ce qui se passe à l'interne au sein de l'entreprise, que ce soit des dépenses, des bénéfices, et cetera, des frais d'exploitation, les différents ratios, coût de main-d'œuvre, coût de cost, donc tout. À partir de là, c'est ça. Donc ça a une réelle valeur. Et puis, c'est un bon point pour vous aussi de démontrer que, entre guillemets, votre chiffre d'affaires donc est stable, entre guillemets, ou effectivement, donc il est en évolution. S'il est stable, c'est déjà un très bon point. On a déjà vu des restaurants où c'est pratiquement le même chiffre d'affaires d'année en année. Donc, ça veut dire, ça c'est vraiment intéressant parce que ce que ça veut dire qu'il y a une base de clients fidèles qui revient. Et dans notre métier, ce qui est important, c'est de réussir effectivement à créer cette récurrence, c'est-à-dire le client qui revient constamment. Puis on l'a vu aussi, hein, ceux qui n'avaient pas, durant la crise Covid, par exemple, ceux qui n'avaient pas de base de données de clients, effectivement, c'était beaucoup plus dur pour eux. Ceux qui n'avaient pas de site web, c'était très compliqué pour eux aussi. Et là, on le voit, le Covid a fait beaucoup de mal, mais il a fait beaucoup de bien aussi au secteur de la restauration, puisqu'effectivement, on voit des outils qui sont utilisés que les restaurateurs ne voulaient, pas forcément utiliser. Dans l'autre aspect de l'évaluation de votre restaurant, il y a l'environnement. L'environnement est très important, c'est-à-dire que la situation, là où vous êtes situé. Parce que ça aussi, ça peut augmenter, entre guillemets, le prix de vente de votre restaurant. Est-ce que vous avez, par exemple, pignon sur rue? Ça dépend aussi du type de rue. Est-ce que c'est une rue qui est achalandée? Quels sont les commerces? Les commerces environnants. Est-ce que ces commerces vous permettent effectivement d'attirer une nouvelle clientèle ou créer un achalandage envers votre restaurant? Est-ce que vous faites un angle de rue, donc vous bénéficiez d'une double visibilité? Est-ce que vous êtes situé sur un site touristique aussi? Est-ce que vous profitez, par exemple, de l'aspect saisonnier, donc imaginons de juin jusqu'à septembre, qui peut faire augmenter, dans certains cas, de beaucoup votre chiffre d'affaires? Tous ces éléments, c'est pour ça que c'est important dans votre plaquette de faire une étude de marché. C'est vraiment important parce que ça va vraiment de beaucoup augmenter, entre guillemets, la valeur de votre restaurant. Parce que souvent de fois, on va vendre un restaurant, mais on se base, par exemple, uniquement sur le mobilier, les équipements, et cetera. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est pratiquement plus ça, là. C'est vraiment d'autres paramètres externes au restaurant qui va permettre à l'acheteur de voir, de se faire son idée, de dire oui, il y a un potentiel de client, il y a un potentiel de développement, etc., etc. Donc, effectivement, cet emplacement est intéressant puisque l'emplacement du restaurant compte pour beaucoup dans sa valeur. Donc, effectivement, on peut déterminer une valeur exorbitante, mais une valeur qui va se rajouter au prix de vente de votre restaurant. Donc, ça peut être un élément clé qui est quand même assez important. Il existe plusieurs erreurs, des fois, que font effectivement les personnes. Donc, il y a différentes erreurs. Je vous dirais qu'effectivement, lorsqu'on décide de vendre son restaurant, quelles sont les erreurs possibles?
faut pas penser qu'on peut vendre un restaurant. Souvent de fois, les gens disent, est-ce que je peux vendre mon restaurant en un mois? Non, c'est pas possible. C'est impossible de vendre un restaurant en un mois. Rien que déjà l'aspect négociation, acte notarié, etc., 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 c'est impossible. Pourquoi c'est impossible de vendre en un mois? Parce que c'est rare de trouver un acheteur. Je sais pas, moi, imaginons que vous vendez votre restaurant 250 000. C'est rare de trouver quelqu'un qui a tout de suite 250 000 à mettre, entre guillemets, sur un restaurant. Il a peut-être une mise de fonds de 50, 200 000. Je le vois souvent. Mais par contre, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être obligé d'aller chercher le reste, entre guillemets, du financement pour pouvoir acheter votre restaurant. C'est pour ça aussi qu'il a besoin de toute cette documentation. Donc, d'une certaine façon, vous allez vous aider vous, mais vous aider aussi votre acheteur. Et puis, ça va vous permettre aussi d'accélérer votre vente, le processus de vente. Donc, à partir de là, effectivement, lui, la banque, comme en général, va lui demander peut-être de monter un plan d'affaires, un plan financier, en fonction des documents que vous allez lui donner, pour effectivement voir la rentabilité, entre guillemets, de l'entreprise, parce qu'un restaurant, ça reste une entreprise, hein, c'est ça qui est important. Et à partir de là, lui, il va faire les démarches. Donc, ça peut prendre plusieurs semaines, etc., etc., donc plusieurs mois. Donc, c'est sûr. Et en fonction du type de restaurant, surtout si c'est des restaurants de 150 places et plus, ben, ça prend un peu plus de temps. J'ai rarement vu, à part peut-être les cafés, mais les cafés actuellement, c'est une tendance, hein. Les gens aiment ce genre d'entreprise qui peut se vendre très, très rapidement, puisqu'il y a un engouement pour les cafés qui continue de croître d'année en année. C'est assez incroyable, mais c'est un petit peu. Les autres erreurs aussi, c'est de n'avoir aucun document. Encore une fois, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir le maximum d'informations donc sur votre restaurant. C'est pour ça que je dis qu'un restaurant, ça se prépare. Et quoi qu'on en dise, vous êtes quand même obligé de faire un minimum d'investissement. Vous ne pouvez pas vendre, j'allais dire, entre guillemets, gratuitement là. Il y a un minimum d'investissement. Les documents, ça se prépare, créer la plaquette, etc. Vous pouvez très bien faire appel à un courtier, mais lui, il va quand même prendre un certain pourcentage de commission, mais il n'y a rien qui vous empêche de vous afficher sur différents types de sites, entre guillemets. Donc, la meilleure solution, ce n'est pas une solution, mais c'est d'en avoir plusieurs. Donc, ça demande un investissement. Que vous vouliez ou non, c'est quand même un investissement. Et puis, même si ça vous coûte 1000, 1500 ou 2000, si vous vendez votre restaurant 200 000, bah, au bout du compte, vous êtes quand même gagnant. Parce que le travail qui aura été fait d'évaluer le restaurant va vous permettre d'augmenter effectivement le prix. Donc, vous avez quand même une belle marge. Donc, vous êtes toujours gagnant là-dessus. Quoi d'autre je pourrais dire? Oui, sur la prochaine diapo, j'avais mentionné un prix trop élevé. Ça, je le vois souvent malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être les conseils qu'on vous donne ou peut-être votre courtier aussi. On met un prix très, très élevé, mais ce qui se passe, j'avais fait l'exercice une fois de regarder sur Centris ou sur d'autres sites. Puis, je dirais pas de mois en mois, mais tous les 2, 3 mois, tout d'un coup, on voit le prix baisser, on voit le prix baisser, on voit le prix baisser. Ben, si vous avez un acheteur qui est un peu consciencieux et puis qui fait ses recherches, il va voir qu'effectivement, le prix du restaurant baisse, entre guillemets, de 3 mois en 3 mois. C'est vraiment une mauvaise chose. Ça veut dire que le restaurant a été très, très mal évalué. Et au bout du compte, bah, vous allez avoir du mal à, entre guillemets, à en retirer le prix que vous souhaitez parce que moi, ça m'est déjà arrivé et vous avez des restaurants qui sont à ce niveau-là et tout d'un coup, on va arriver à 50, 60 000, 80 000 alors qu'ils étaient à un prix, je ne dis pas astronomique, mais c'est un petit peu ça. Pourquoi? Parce que ça ne vaut pas ça. Donc, il y a certains qui veulent essayer, et puis c'est tout à fait normal, hein, d'en retirer le maximum, mais il faut que le prix soit justifié en fonction de faits. C'est ça qui est vraiment important. Et puis, comme on l'a vu, si vous êtes capable de justifier votre prix par rapport à la documentation que vous remettez, par rapport à l'étude de marché, par rapport à plein de paramètres, ben, c'est sûr que ça va être difficile pour l'acheteur, entre guillemets, de négocier, de vous faire descendre le prix, je ne sais pas moi, imaginons de 30, 40, 50%, comme on le voit souvent. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ne demandez pas un prix trop élevé de départ. Et pourquoi? Parce que c'est pas sérieux. Puis en même temps, ça va dévaluer votre restaurant. Et puis, j'ai déjà vu des restaurants après qui se vendent pas du tout. Et le problème, c'est que si ça se vend pas, bah, il n'y a plus personne qui va vouloir aller dans tel endroit, dans tel local, parce qu'on va dire que le local est maudit, puis les clients veulent pas revenir là, puis du coup, vous perdez tout. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à ça. L'autre aspect, c'est aussi de vouloir cacher des informations. Ça, c'est vraiment important. Il faut faire attention aussi à cet aspect-là. On le voit malheureusement des fois. Par exemple, ça peut être sur un équipement.
un équipement qui est défectueux et puis, je veux dire, la personne vous a caché l'information. Mais c'est préférable de dire à votre acheteur, ah tiens, il y a cet équipement qui est vraiment défectueux et tout, et je pense même qu'il va pas tenir, il va tenir quelques mois, puis après c'est terminé. C'est plus honnête et l'acheteur, lui, il va s'en rendre compte. Et ça fait une belle introduction parce que vous pouvez lui dire, tiens, regarde, il y a cet équipement qui est défectueux, mais ce que je vais faire, ben, écoute, on peut négocier, je peux te faire baisser un petit peu le prix, etc., etc. C'est une belle entrée en matière. C'est plus intéressant pour l'acheteur parce qu'effectivement, il va voir qu'effectivement, vous ne lui cachez pas d'informations. Parce que ça pourrait se retourner contre vous de toute façon. Donc, il aurait le droit, effectivement, de porter plainte, etc., etc. Moi, dernièrement, effectivement, on a fait annuler une vente. Le dépôt avait été fait, etc., etc. Avec ma cliente. J'ai dit non, non, ça ne fonctionne pas parce qu'il nous avait caché des informations. Et puis, on était dans notre droit. Et puis, effectivement, l'avocat a confirmé tout ça. Et la personne a perdu sa vente. Tant pis pour lui. Il n'avait pas à cacher des informations. Donc, à partir de là, c'est important d'être transparent. Vous y gagnez de toute façon. Donc, votre but, c'est de vendre, c'est de trouver un bon acheteur. À partir de là, ça sert strictement à rien de vouloir cacher des informations. Et tout à l'heure, je vous parlais aussi de vendre au bon moment. C'est vraiment important. Donc, à partir de là, parce qu'on me pose la question à quel moment je dois vendre. Je vous dirais que, et je sais que c'est pas évident, le meilleur moment pour vendre, c'est quand votre restaurant va bien. C'est quand votre restaurant va bien. Pourquoi quand votre restaurant va bien? C'est parce que vous n'avez pas de pression, de stress. Parce que vous êtes en train de travailler, vous avez un achalandage de clients, tout est mis en place et c'est plus facile de démontrer à votre acheteur que tout fonctionne très bien. En plus de ça, vous pouvez prendre plus de temps que de vendre dans l'urgence parce que souvent de fois, ce qu'on voit, c'est qu'on souhaite vendre dans l'urgence. Et quand on souhaite vendre dans l'urgence, bah, c'est pas évident. On peut faire des erreurs, c'est tout à fait normal. On peut tomber sur un mauvais acheteur. On lui a fait un cadeau, je sais pas, on lui a fait une balance de vente, puis le reste, paiement sur X mois. Mais là, ça fonctionne pas, ou etc., etc. Donc, c'est pour ça que le meilleur moment, c'est effectivement quand vous êtes ouvert, quand ça fonctionne. Parce que vous n'avez pas de stress. Et si ça prend un an, ça prend un an. Si ça prend un an et demi, ça prendra un an et demi. Mais au moins, vous avez fait, entre guillemets, la vente que vous souhaitez faire. Parce que vous avez des preuves par rapport à tout ce que vous avez fait. Et la vente, le prix de vente va être fait en fonction de faits établis. Et puis ça, c'est vraiment, vraiment important. Encore une fois, ça dépend du concept. Ça dépend du lieu. Si vous êtes dans un milieu urbain, périurbain, en région, le CETEC vous dira, c'est vraiment très, très différent, très, très disparate. Mais il y a des bons points quand même. On voit qu'il y a beaucoup de gens aussi qui veulent s'installer en région, donc il y a beaucoup de possibilités. Le gouvernement aussi pousse, effectivement, puis on le voit, les régions se développent de plus en plus. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de paramètres pour évaluer, entre guillemets, un restaurant. Euh, donc, j'espère que ces informations vous ont été, entre guillemets, utiles. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Puis, comme je dis, on ne peut pas tout voir en quelques minutes, mais je pense que on peut prendre je pense que c'est les 10, 15, Audrey, prochaines minutes où on va pouvoir répondre aux questions. En tout cas, merci beaucoup. Exactement. On va pouvoir passer à la période des questions. Donc, Nolwenn, est-ce que dans le Q&A, tu as eu des questions pour Oui, Philippe ou oui, Nathalie? tout à fait. Donc, la première question est la suivante. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, est-ce que la force d'une équipe complète a un impact positif sur la valeur de mon entreprise? Si la force d'une équipe complète, Oui, est-ce que ça a un impact positif sur la valeur de mon entreprise si j'ai une équipe complète? si tout le personnel est en place à l'intérieur Oui, de l'entreprise. exactement. Oui, c'est sûr. Oui, oui, ça c'est évident, hein. Alors après, c'est sûr qu'il faut voir le type de compétences en fonction du type d'entreprise de restauration et d'alimentation. Mais effectivement, ça a une grande valeur. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que l'acheteur, à partir de là, n'a pas tout le travail, entre guillemets, à faire de rechercher des offres d'emploi, d'afficher, de passer des entrevues. Je veux dire, moi, si je prends mon cas, quand j'étais directeur de la restauration, que ce soit dans les restaurants, dans les hôtels-restaurants, c'est très, très chronophage, hein, de chercher, de former, etc., etc. Et on sait que dans notre métier, entre guillemets, il peut y avoir un certain roulement de personnel. Alors, c'est pour ça que c'est, comme je vous disais tout à l'heure,
Le meilleur moment, c'est quand tout va bien, quand votre restaurant est ouvert, quand tout va bien, parce que tout est en place. Et là, vous pouvez aller chercher une plus grande valeur que lorsque vous décidez d'arrêter. Mais oui, les compétences humaines, ça, aujourd'hui, entre guillemets, ça vaut cher. Donc, effectivement, on peut augmenter la valeur du restaurant. Merci. Prochaine question. Donc, bonjour Philippe. Quel pourcentage ou ratio conseillez-vous pour calculer le fonds de commerce, donc entre parenthèses, achalandage, ressources humaines, clientèle, comparé avec le coût des équipements? Par exemple, si on a 40 000 d'équipements. Là, ça dépend. On entend par quoi comme ratio par rapport aux équipements? C'est-à-dire que on Bah, la a. personne parle à la fin de, entre parenthèses, de goodwill. OK. Mhm. Ouais. Ça dépend parce que là, c'est. euh, Ici au Québec, le problème, c'est qu'il n'y a pas de normes. Vous pouvez voir un restaurant avec le même chiffre d'affaires, vous allez voir deux prix de vente complètement disparates. Il y en a qui va le vendre, je ne sais pas, moi, imaginons 200 000, puis l'autre va le vendre 75 000, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, alors qu'en Europe, il y a par exemple, on a des ratios en fonction du type de restaurant, parce que c'est comparé restaurant rapide, gastronomique, etc., etc., etc. Alors, le restaurant peut se vendre à 80% de sa valeur du chiffre d'affaires, 90, 100, 110, 120, 130 même pour cent du chiffre d'affaires. Donc, mais ici, faut vraiment creuser un petit peu plus, entre guillemets, pour voir. Tout à l'heure, je parlais d'actifs tangibles, donc c'est tout ce qui est compétences humaines, le mobilier, les équipements, etc. Et après, il y a un pourcentage qui va s'en aller sur les actifs intangibles, qui sont l'achalandage, qui sont le site web, qui sont est-ce que le restaurant a bâti une base de données, etc., etc. Donc, c'est sûr qu'il faut. J'ai pas vraiment de pourcentage de données parce que c'est vraiment plus compliqué. Mais lorsqu'on creuse, effectivement, à partir de là, on peut mettre des chiffres. Mais là, actuellement, je veux pas dire n'importe quoi. J'ai pas de pourcentage à donner, vraiment. Il D'accord, faut vraiment merci. travailler sur chaque. C'est comme on découpe l'entreprise, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Il faut un découpage de l'entreprise par département. Parce qu'un restaurant, c'est pas juste une cuisine. Et par exemple, si la personne, avec son restaurant, elle a une page Facebook et puis elle a 15 000 abonnés, bah, ça vaut de l'or. Parce qu'aujourd'hui, la valeur d'un restaurant n'est plus vraiment sur son fonds de commerce. Ça vaut plus rien. Elle est sur la base de données de clients qu'il a. Parce il est là, entre guillemets, le chiffre d'affaires. C'est vraiment sa base de données. Puis on le voit aujourd'hui, là. Donc, ça change, ça a énormément changé. Parfait, merci. Prochaine question. Où est-ce qu'on peut avoir de l'aide d'un professionnel pour évaluer la valeur d'un restaurant? Ouais, je suis mal Et placé, vous j'allais dire. avez, et vous avez Philippe Bertrand qui est Je sais pas évaluateur si, aussi. ouais. Je sais pas si vous avez mes coordonnées. Je sais pas, Audrey, ou, Oui, ils seront transmis de toute façon à la fin du ah, webinaire, en plus de l'enregistrement du PowerPoint. Nolwenn enverra les coordonnées dans le courriel. Exactement. donc, à partir de là, si vous souhaitez me contacter, ça fera plaisir en coordination, éventuellement aussi avec le CETEC. Mhm. Exact. Parfait. Prochaine question. C'est comment déterminer la valeur du livre de recettes? Ah, c'est une bonne Bonne question. question. On l'a déjà fait, effectivement. Bah, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend toutes les recettes, voir si elles ont été bien standardisées. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a des fiches recette par recette. Ça peut être département par département, entrée, enfin, etc. Et là, on va tout revoir. C'est-à-dire qu'on va revoir effectivement donc, les proportions de chacun des ingrédients. On va regarder le coût des ingrédients. On va regarder la quantité, le prix de revient, etc., etc., pour arriver après à un coût de revient de la recette. On applique un pourcentage, on regarde le food cost et après le prix de vente, etc. Donc, c'est tout ce travail qui est fait. On l'a déjà fait, hein, d'ailleurs, à travers le CETEC aussi, qui avait des Mm. clients comme ça aussi. Donc, l'exercice était bénéfique parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'ils perdaient énormément d'argent parce que les recettes n'étaient pas du tout standardisées. Et c'est un travail obligatoire. Ça peut paraître lourd, mais croyez-moi, c'est vraiment salutaire parce que c'est votre livre de recettes, ça vaut de l'or, c'est votre coffre-fort, là. Alors, s'il est mal standardisé, et puis il y a des gens aussi, des restaurateurs qui ne comprennent pas pourquoi ils ne font pas d'argent, mais quand on fait l'exercice, tout d'un coup, ils comprennent pourquoi ils font pas d'argent. Donc, c'est vraiment le travail. On redécortique tout, hein, on repasse toutes les recettes en revue. C'est vraiment c'est la base, hein, il y a pas d'autre solution. Mhm.
Mhm. Merci. Effectivement, Peut-être rajouter, Philippe, l'effet d'avoir un livre de recettes standardisé va permettre à la relève de Mm. satisfaire la clientèle comme avant, puis que la clientèle Mm. ne s'aperçoive pas que Mm. le resto a changé de main. Si on n'a pas ça, à ce moment-là, ben là, on joue peut-être avec la clientèle un peu. Oui, parce que dans le rachat d'un restaurant, ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, le chef peut partir. Alors, si vous avez un livre de recettes standardisé, vous n'avez aucun problème. Et je dirais d'une certaine façon aussi, c'est de ne pas, j'ai vu beaucoup d'histoires d'horreur à cause de chefs qui partent, c'est de ne pas dépendre de son chef. Et un gestionnaire, si vous avez un livre, et puis moi c'est mon travail, hein, c'est ce que je montre aux propriétaires de restaurants qui ne sont pas chefs, c'est de bien standardiser tout ça parce que si lui, le chef, s'en va, ou la personne responsable de la production des recettes s'en va, il peut confier le livre de recettes à quelqu'un d'autre qui va les exécuter exactement de la même façon. Donc le client, il n'est pas déçu, et puis souvent de fois, effectivement, ça vous est tous arrivé, vous rentrez dans un restaurant, puis vous dites, ah mais j'ai l'impression que ça a changé, oui, c'est pas le même chef. Et là, on est déçu, il y a une frustration qui s'installe. Donc, le livre de recettes, il permet énormément de choses, une bonne gestion des bénéfices, une satisfaction des clients, puis il augmente la fidélisation, le taux de fidélisation des clients. C'est pour ça que c'est un livre de recettes est très important. Parfait. Et la même personne posait une deuxième question, c'était est-ce que les meilleures recettes ou les meilleurs vendeurs ont une valeur plus grande? Oui, on peut faire. En fait, à ce stade-ci, pas vraiment, parce qu'en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est vendre le restaurant, vendre le livre de recettes. Le travail qu'on fait, effectivement, de voir quels sont les meilleurs vendeurs et tout, on le fait pendant la gestion du restaurant parce qu'effectivement, on va voir pourquoi il y a des meilleurs vendeurs, puis ceux qui se vendent pas du tout. Imaginons dans le mois, on en a vendu que 2, c'est sûr que ça sert strictement à rien. Mais à ce stade-ci, l'important, c'est que les recettes soient standardisées, vraiment, vraiment, vraiment. À moins que on s'aperçoive que, je ne sais pas moi, qu'il y a un gros pourcentage de recettes qui ne se vendent pas, c'est sûr que là, ce serait un problème. Mais en général, je n'ai jamais vu ça. Donc. Parfait, merci. Il y a une autre question, je suis pas certaine de bien la comprendre, mais la personne trouve qu'avec la pandémie, c'est difficile de baser un prix de vente. Donc, je pense que la question serait comment baser le prix de vente, en fait. Du restaurant? Oui. Ah, c'est le même processus hein, qui est pandémie, entre guillemets, ou pas pandémie. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent se servir de la pandémie, entre guillemets, pour faire baisser le prix du restaurant. Encore une fois, le prix de vente va être justifié par rapport à des faits. Si vous avez vos états financiers, si vous avez fait votre étude de marché sur le lieu d'implantation, etc., si vous démontrez que le chiffre d'affaires, si vous avez le restaurant est ouvert, vous avez un achalandage, vous avez développé un service à emporter, vous avez développé un service de livraison, je veux dire, quoi qu'il arrive, votre restaurant, il vaut ça. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que si vous êtes ouvert, vous n'êtes pas pressé de le vendre parce que ça vaut ça et vous allez trouver à un moment donné l'acheteur ou les acheteurs. C'est toujours mieux hein, quand il y a plusieurs acheteurs parce que ça va beaucoup plus vite. Hein, parce qu'ils ont chacun leur mise de fonds, etc., beaucoup plus rapidement pour aller chercher le financement. Mais c'est le même processus. Hein. Si votre entreprise vaut ça, la pandémie, elle est loin derrière nous. Je sais qu'il y en a encore qui se servent du Covid là, pour faire augmenter les prix. Là. Mais ça reste que on peut pas tricher. Là. Votre restaurant, il vaut ça. Le mobilier, il a telle valeur. Les équipements, telle valeur, etc., etc. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Merci. Philippe, j'aurais peut-être une petite question. Oui. Avec la pandémie à le dolage, mais avec la pandémie, puis avec souvent le manque de personnel, il y a beaucoup de restaurateurs qui ont modifié leurs heures d'ouverture, qui sont fermés une journée ou 2 jours par semaine. Quand on arrive à mettre un prix de vente, est-ce que le potentiel, si quelqu'un l'achète puis ouvre 7 jours, est-ce que ce potentiel-là a un impact sur le prix de vente? Normalement, les horaires d'ouverture de restaurant doivent correspondre aux besoins des clients. On a vu dernièrement, effectivement, un achat de restaurant, je pense que c'était à Gatineau ou à Ottawa, où, effectivement, par exemple, on avait un très gros chiffre d'affaires, mais ils étaient ouverts seulement sur le midi. Donc, les acheteurs, ils étaient plusieurs, effectivement, ont vu l'intérêt d'ouvrir certains soirs et en plus, effectivement, donc d'aller chercher un chiffre d'affaires de plus.
Donc, à partir de là, ça peut être effectivement, l'acheteur peut entrevoir l'opportunité d'aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires. Mais les heures d'ouverture, effectivement, parce que de toute façon, aujourd'hui, normalement, on a des rapports à travers les POS. Et là, on est capable de voir, effectivement, de voir sur l'heure du midi quel est le chiffre d'affaires qu'on fait, l'heure du soir, si on est ouvert, par exemple, le dimanche matin sur l'heure du brunch. Donc, on est capable de quantifier tout ça et d'ajouter une valeur. Parce que l'acheteur, lui, peut-être, qui dit, bah, moi, je suis pas du tout intéressé à ouvrir les midis, et alors qu'on a un chiffre d'affaires, nous, le midi, et c'est sûr qu'il va vouloir essayer de gratter un peu, de dire, bah non, moi, je suis intéressé par le restaurant, mais moi, je veux rien savoir du chiffre d'affaires le midi, moi, c'est le soir et le brunch du. Donc là, il va vouloir faire baisser ça. Mais oui, les heures d'ouverture, si vous faites des chiffres d'affaires très importants sur les horaires de jour, les heures de soir, les heures de week-end, on peut augmenter la valeur du restaurant, tout à fait, parce que c'est justifiable. Encore une fois, ce sont des faits, hein. Des faits, des faits, des faits. C'est toujours ça. Merci. Puis, Donc, oui, peut-être une autre petite question. C'est parce qu'on parlait des états financiers des 3 dernières années. Est-ce que, parce que même nous, au CETEC, souvent, on travaille avec les 5 dernières années pour peut-être mettre une parenthèse ou un peu voir comment le resto, comment les ventes se sont comportées pendant la pandémie. Est-ce qu'on est mieux de travailler avec du 3 ou avec du 5? Ou si pour les institutions financières, 3, c'est suffisant? Bah, les institutions financières, elles s'arrêtent à 3, 5, c'est un peu long des fois. Bah, on peut dire, voilà, moi j'ai mon prévisionnel sur 5 ans parce que depuis 5 ans, ça n'arrête pas d'augmenter. Alors, il ne faut pas hésiter, hein. Franchement, si, oui, il faut s'en servir. Ça serait bête de ne pas s'en servir, surtout si les ventes depuis 5 ans n'arrêtent pas d'augmenter. Moi, par exemple, je sais que pendant la pandémie, avec un de mes clients, on a ouvert un autre concept, par exemple, effectivement, de restauration parce que ça a tellement bien marché pendant la pandémie que du coup, on en a ouvert un autre 1 an et demi après. Alors, ça dépend du type de l'offre de restauration, effectivement, mais si le chiffre d'affaires est bon depuis les 5 dernières années, oui, il faut s'en servir. Tous les points positifs qu'on a, il faut les mettre à notre portée, hein. C'est ça qui est vraiment important. Alors, sur les 5 ans, par exemple, il peut y avoir 2 très bonnes années, puis tout d'un coup, il y a une baisse, puis tout d'un coup, ça repart. Donc, effectivement, on pourrait très bien démontrer que pendant le Covid, bah, il y a eu un arrêt, ce qui est tout à fait logique et tout à fait justifiable, mais regardez, là, ça repart à la hausse. J'ai déjà vu ça, ouais. C'est exactement pour ça qu'on demande les 5 dernières années, parce que c'est ce qu'on se rend compte souvent, justement. Ouais, ouais. Non, non, c'est un très, très bon point, ouais. parfait, merci. Prochaine question. Dans cette idée de la valorisation du fonds de commerce, pourriez-vous parler du repreneuriat et d'intéressement des employés clés et l'impact que cela peut avoir sur la valeur de l'entreprise? Comment évaluez-vous le goodwill, soit la valorisation de l'image de marque dans la vente d'actions aux employés, et est-ce que les banques reconnaissent cette valeur? Partenariat, c'est pour le CETEC Ouais, bah, c'est sûr que nous, à partir du moment où des employés veulent intégrer l'actionnariat, de toute façon, quand un restaurateur, je ne vous le cache pas, se présente au CETEC, on va toujours leur demander est-ce que vous en avez parlé à vos employés ou est-ce que vous avez des employés clés qui seraient en mesure de racheter. Souvent, la réponse, c'est non, on n'en a pas parlé ou non, je ne vois pas mes employés reprendre parce que financièrement, je ne suis pas certaine qu'ils ont les moyens. C'est dommage parce que des fois, finalement, les employés peuvent avoir de l'intérêt surtout dans tout ce qui est transfert mixte dont je mentionnais tantôt, des transferts à plusieurs, avec peut-être des employés qui sont à l'interne et qui vont aller chercher des compétences de quelqu'un peut-être à l'externe qui va se rajouter à l'actionnariat avec eux. Ça peut être vraiment des bonnes options parce qu'ils connaissent déjà l'entreprise, il y a une stabilité avec eux, donc ce serait dommage de s'en passer. Après, le fait de les rattacher via l'actionnariat, c'est un gros plus aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé de le proposer dans certains cas parce que, par exemple, on ne veut pas que le chef parte et on sait que le chef ne veut pas racheter parce que ce n'est pas dans ses projets. Ben, on propose de peut-être quand même l'ajouter, même si c'est un actionnaire minoritaire, mais de l'ajouter en actionnariat dans l'entreprise pour être certaine que s'il y a un transfert avec un nouveau propriétaire, ben, au moins de s'assurer que le chef puisse rester parce que ça reste un employé clé. Puis comme le disait Philippe, il y a des fois des histoires d'horreur en voyant le chef qui part. Puis on veut éviter ce genre de situation pour tous les employés qui restent. Après, par rapport au goodwill, je ne sais pas si l'un de vous est plus à l'aise là-dessus parce que j'avoue que moi, je n'ai pas eu de cas à date là-dessus. Donc, pour préciser là, pour le goût, lui, c'était par rapport à l'image du restaurant, par Oui, rapport à comment il va être c'était vu des Oui. gens. comment
évaluez-vous le goodwill, soit la valorisation de l'image de marque dans la vente d'actions aux employés? Ah, ça concerne toujours la vente d'actions. Donc, Mm. c'est sûr que l'image de marque, si c'est un restaurant qui est réputé, qui est là depuis un certain X nombre d'années, qui a une très belle renommée, mais pas seulement locale, et sur les réseaux sociaux, c'est évident qu'encore une fois, là, il faut étudier la question, il faut regarder, il faut analyser. Mais ça peut être effectivement, ça peut augmenter de beaucoup la valeur. Donc à partir de là, par exemple, c'est comme un peu une marque qui est reconnue, comme une franchise et tout. C'est sûr que euh, il faut voir c'est sûr que par rapport aux employés, puis il faut voir qu'est-ce que vous souhaitez vendre comme type d'action aussi par rapport aux employés. Et oui, c'est sûr qu'il faut tout évaluer. Est-ce que vous êtes sur Instagram? Est-ce que vous avez 10 000, 15 000, 20 000 abonnés? Est-ce que vous avez un site web? Parce que le site web représente aussi la signature de l'entreprise. Ça fait défaut sur une fois dans la restauration. C'est dommage. Et puis aujourd'hui, je vous dirais que le site web est très, très. Vous savez que au niveau des statistiques, c'est 80% des gens vont d'abord au Canada sur le site web pour se faire une idée du restaurant avant de les appeler ou avant d'aller les voir. C'est très, très important aujourd'hui. Donc, à partir de là, le site web apporte énormément de valeur. Je vous le dis, hein, c'est plus vraiment les équipements qui sont pratiquement au bout de 2, 3 ans, là, il y a une dévaluation très, très importante. Mais effectivement, la base de données, l'image de marque que vous avez, ça peut, surtout si vous avez eu la présence d'esprit, par exemple, d'enregistrer, de déposer une marque. Là aussi, les restaurateurs n'y pensent pas, mais ça peut être très intéressant. Le nom du restaurant, si vous développez des concepts de plats emportés et autres et tout, il n'y a rien qui vous empêche, avec la propriété intellectuelle du Canada, de déposer une marque. Donc ça, c'est une valorisation. Parce qu'il n'y a rien qui vous empêche de vendre votre fonds de commerce, votre restaurant, mais de garder la propriété de la marque et de recevoir des royalties à travers ça. Donc il y a beaucoup de choses hein, que les restaurateurs ne font pas, mais qui pourraient être très, 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 très intéressantes. Mm. Merci. On va répondre à une dernière question. De toute façon, c'est la dernière. Donc, comment on peut aider notre acheteur? Ah, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Si vous aidez pas votre acheteur, c'est compliqué vous n'allez pas vous aider vous-même, hein. Je pense que déjà, c'est d'avoir tous les papiers en main et rapidement, pas dans plusieurs semaines, comme on le voit parfois, de l'inviter aussi. Donc, si vous êtes ouvert, il y a des grandes chances, si c'est vraiment un bon acheteur, qu'il vienne manger incognito. Donc, entre guillemets, pour voir, il va tester, il va regarder, mais c'est très bon pour vous. Après, là où l'aide devient vraiment importante, c'est au niveau du financement. Donc, à partir de là, et puis c'est important que vous lui posez la question. Donc, voilà, vous avez un restaurant à vendre, 300 000. Est-ce que vous avez le financement? Non, j'ai seulement une partie. Bon, bah, à partir de là, comment vous comptez aller chercher l'autre partie, etc. Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que on peut vous transmettre le numéro à quelqu'un, etc. Et à partir de là, bah, c'est sûr que on peut l'aider ou moi je peux l'aider parce que j'ai beaucoup de partenariats avec différents types de banques, etc. Et puis il faut pas croire aussi que, comme on dit souvent, bon, ça fait déjà 13, 14 ans que je fais ça, comme on dit souvent que les banques ne prêtent pas, autrement je serais pas là si les banques ne prêtaient pas. Mais il y a besoin aussi de faire un travail en amont, effectivement. Et puis il y a beaucoup de paramètres aussi, hein. Est-ce que la personne a une bonne cote de crédit ou est-ce qu'il y a eu des antécédents? Enfin, il y a énormément de paramètres. Donc, je pense que la meilleure chose pour l'aider, c'est déjà, d'avoir tous vos documents en main et à partir de là, de voir avec lui et de le diriger, entre guillemets, au bon endroit pour qu'il puisse obtenir son financement rapidement. Il n'y a rien qui vous empêche, ça n'engage ni l'un ni l'autre, de signer une offre, par exemple, effectivement, d'achat dans un premier temps, avec des conditions, dans la durée du temps. Puis effectivement, si le financement est obtenu durant cette période, bah, tant mieux pour vous. À partir de là, effectivement, la vente. Tout à l'heure, je parlais aussi, par exemple, ça peut être un apport et après une balance de vente sur 12 mois, par exemple. Donc, le reste, ça, c'est une bonne façon d'aider votre acheteur aussi. Ça peut être une façon aussi de l'aider parce que de toute façon, vous connaissez votre entreprise, vous connaissez vos états financiers. Donc, vous savez s'il est en capacité de payer ou pas. C'est sûr que c'est un risque. C'est toujours mieux d'obtenir la totalité dès le départ parce que s'il arrive quelque chose, si le restaurant est mal géré, etc., etc., c'est sûr que vous prenez un risque de perdre le reste, entre guillemets, de la balance de vente de votre argent.
Donc, mais il y a plein de possibilités, hein. Je pense que l'important, c'est de bien vous entourer, vous, dès le départ, lorsque vous vendez votre restaurant. C'est ça, et si je peux Parfait. rebondir aussi sur ce que Philippe disait. Au CETEX, sachez que nous, on est là aussi pour accompagner le propriétaire, mais à partir du moment où vous trouvez un acheteur, on va être là pour essayer de s'assurer que la coordination entre vous et l'acheteur se fasse du mieux possible. Puis si l'acheteur a besoin d'avoir des référencements pour aller chercher du financement, qu'on le mette en relation avec les bons experts et qu'il soit entouré pour se préparer à ses prévisionnels, son montage financier, etc., on peut le référer aux bonnes personnes justement là-dedans, puis vous aider aussi à organiser tous les papiers dont vous avez besoin pour préparer la vente et la vérification du diligence. Parfait, merci. Donc, je vais laisser Nathalie continuer puisqu'on a terminé la période de questions. Parfait. Fait qu'il me reste quelques minutes là, pour conclure et vous présenter un peu là, la continuité un peu de ce qu'Audrey vous disait d'entrée de jeu sur le CETEC. On a plusieurs choses là, au CETEC, là. On a un blog, si vous allez voir sur notre site Internet, on a plusieurs blogs qui traitent à peu près tous les points qu'on peut avoir là, lorsqu'on pense transférer notre entreprise. On a un bulletin mensuel, vous pouvez vous inscrire à nos infolettes à ce moment-là. À chaque mois, vous allez voir un peu les activités qui se tiennent dans toutes les régions du Québec. Nous, on anime beaucoup le secteur touristique et de la restauration et tout ça là, au niveau provincial, mais dans chacune des régions, on a des conseillers qui font de l'animation aussi. Puis, chaque mois, on a une infolette occasion d'affaires sur laquelle on va inscrire soit des entreprises qui sont plus difficiles à vendre ou les nouveautés là, qu'on peut avoir et qui s'en vont à des milliers là, de repreneurs potentiels. Comme on le disait, on accompagne autant les cédants que les repreneurs. Fait que si vous faites affaire avec nous, vous avez un accompagnement PJ par courrier. On met à votre disposition un plan d'action pour accélérer, excusez-moi, la démarche, mais surtout pour encadrer la démarche, parce que trop souvent, on embarque dans une démarche de transfert d'entreprise, puis souvent qu'on s'égare ou on ne met pas ça en priorité. Fait qu'avec un plan d'action, à ce moment-là, on est en mesure de mieux suivre les prochaines étapes qui s'en viennent. On a un index, un peu comme Toc Toc Resto, pour ne pas la nommer parce qu'il y en a plein d'autres, mais on a un index là, sur lequel on peut afficher des entreprises. On le fait de façon confidentielle. Donc, quand vous vous inscrivez chez nous, on évague un peu sur la région pour pas que le monde puisse identifier votre resto. Référencement à des restos d'experts. Fait qu'on travaille avec des gens qui font de l'évaluation, comptables, avocats, notaires, etc. Fait qu'on est en mesure, si vous n'êtes pas entouré vous-même, de vous référer là, des experts avec lesquels on travaille. On a aussi des rabais sur les formations événements là, si vous êtes client. Puis, en fait, j'ai laissé la slide là pour acheter une entreprise parce qu'on n'a pas tellement de vendeurs qui sont avec nous ce matin, mais on accompagne les repreneurs qui soient inscrits au CETEC ou qu'ils ne le soient pas. Si jamais vous avez un repreneur là, qui s'intéresse là, à votre entreprise, vous pouvez nous le référer, puis on va vous accompagner tous les deux dans ce projet-là. Et ce qui est intéressant aussi, surtout dans la restauration, comme on a de la difficulté quand même à aller chercher des repreneurs au Québec. On travaille beaucoup avec une plateforme qui s'appelle Place des commerces pour essayer d'aller chercher des repreneurs, surtout en Europe, là, où est-ce qu'on a des chefs, etc. Comme mentionné tout à l'heure, fait qu'on travaille avec évaluateurs, fiscalistes, formateurs. Fait qu'on va s'assurer que vous êtes bien entouré pour réaliser cette transaction-là, tant au niveau personnel qu'au niveau de votre entreprise. S'il y a des choses à faire aussi au niveau des ressources humaines, fait que nous, on est bien entouré de tous ces experts-là. Fait que si jamais vous l'êtes un peu moins, mais on est en mesure de vous référer selon votre région des bons experts.
On a pour ça, on en a peu parlé, mais ça arrive. On en a quelques-uns des restos se sont transformés en coopératives, soit des coopératives de travailleurs. Donc, tous les employés qui sont à l'intérieur de l'entreprise créent une coop de travailleurs pour continuer à ce que le resto fonctionne. Fait qu'on a quelques exemples là, qui ont super bien marché. Puis, pour soutenir cette reprise collective-là, on a un programme au CETEC qui va aider à payer des frais des frais d'analyse, des frais de faisabilité du dossier, des frais d'expert. Ça fait que c'est un très beau programme. Fait que si jamais les employés s'intéressent à une reprise collective, encore là, vous nous les référez, puis nous, on prend en charge autant vous dans ce transfert-là que les gens qui veulent constituer une coop. Ça peut être des travailleurs, mais ça peut être des fournisseurs, ça peut être une coopérative de clients aussi. On le voit un peu au niveau des épiceries, dans des peut-être plus petits villages où est-ce qu'on ne veut pas que l'épicerie ferme. À ce moment-là, c'est la communauté qui va former une coop pour que le commerce continue. Mais la même chose pourrait se passer au niveau de la restauration. Fait que si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Les coordonnées là, sont bien indiquées là. C'est Audrey pour l'Ouest du Québec et Nathalie pour l'Est du Québec. Je tiens vraiment à remercier M. Bertrand là, pour sa collaboration aujourd'hui. Je pense que ça a été vraiment des bonnes informations super intéressantes. Non loin vient de lancer un petit sondage, là, fait qu'on va vous inviter à y répondre. Ça nous permet de nous améliorer puis de voir là, si vous avez apprécié ou non ce petit webinaire. Fait qu'on a dépassé de 2 petites minutes, vous nous excuserez, mais le sujet était très intéressant. Merci à tous pour votre participation et puis n'hésitez pas à répondre au sondage avant de quitter. Et, merci Philippe pour ta présentation aujourd'hui. Beaucoup. Bonne journée à tous.